Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. C'est la dernière partie de cette émission. Réussir, nous sommes toujours avec les élèves de la première STMG du lycée Albert Camus. On va aborder la thématique de cette émission que nous enregistrons ce 27 mars 2015 à Atlantis Le Centre. La thématique aujourd'hui, c'est faire sa place. Ça veut dire quoi, faire sa place, lorsqu'on a 16, 17, 18 ans, quand on est en classe de première? Qu'est-ce que ça signifie? Quel sens ça prend quand on a un petit peu plus d'expérience? Évidemment, on va poursuivre la discussion avec Lucille Négret et Christophe Durand, qui sont nos invités. Yves Sergent est le proviseur du lycée Camus, il nous fait le plaisir d'être avec nous également. Pascal Legrand et Véronique Desnoux qui sont respectivement chefs de travaux au lycée Camus et professeurs en charge de cette classe particulièrement. Et puis nous avons un grand témoin, Jean Sébran, qui est avec nous, serial dirigeant d'entreprise. Vous avez notamment dirigé l'entreprise Novoferm pendant de nombreuses années. Vous êtes membre du Conseil économique, social, environnemental de la région Pays de la Loire. Vous êtes très intéressé par les questions éducatives et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Rodolphe, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez préparé avec une partie de la classe de première cette séquence? Ce qu'on a fait nous, c'est apprendre à poser des questions, à ouvrir le débat, à ouvrir. Et pour ce faire, eh bien, on est parti. Je leur ai demandé de partir d'expressions, de citations, de quelque chose qu'ils avaient repéré à partir de laquelle on pouvait ouvrir le débat. Vous avez fait appel à l'instinct, à l'intuition, forcément. Exactement. Et on a demandé à un certain nombre d'entre vous de préparer des petites chroniques. On va commencer avec celle de Nelson. Oui, Nelson. Il est là, Nelson. Voilà, Nelson. Nelson qui est venu avec son fan club. Nelson, il est parti d'une citation d'un empereur très connu. On t'écoute, Nelson. Bonjour. Bonjour, Nelson. Selon Napoléon Ier, vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Par conséquent, il faut travailler et se battre pour réussir. Donc, selon vous... Tout en restant humble, vous êtes attaché à l'humilité. Faut-il se battre pour faire sa place? Vous avez 2 heures. Est-ce qu'il faut se battre pour faire sa place? La question est lancée par Nelson. Merci. Qui veut répondre? Le micro vers les dirigeants d'entreprise. Tiens, monsieur le proviseur. Oui, pour une fois, le proviseur va répondre. J'ai entendu tout à l'heure 2 entrepreneurs extrêmement enthousiastes qui avaient envie d'agir et qui ont agi, et pour autant qui étaient en désamour avec l'école. Et pendant un certain temps. Et pour autant, ils ont quand même travaillé. Donc, ils ont essayé de faire leur place et ils ont réussi. Donc, quelque part, oui, il faut se battre. Oui, il faut trouver sa place. Et oui, il faut donner du sens à sa vie. Et c'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. Et à travers le sens qu'ils ont pu donner finalement au parcours scolaire, peut-être qu'ils ont gagné. Donc, Napoléon avait raison. La bataille a été gagnée. Vous avez le sentiment que vos élèves aujourd'hui ont besoin de se battre? Oui, ils ont besoin de se battre parce qu'effectivement, ils sont entourés de beaucoup de convoitises autour d'eux. C'est compliqué la vie. Tout est attirant. La galerie marchande ici en est la preuve. Donc forcément, il y a un combat quelque part, plus que se battre finalement, du coup. Car en face, il y a quand même un adversaire qui est lourd au quotidien. Donc oui, il faut combattre, il faut se battre. Mais en même temps, on a des armes douces. Mais des armes quand même. Et vous avez entendu tout à l'heure, je crois que les témoignages étaient assez forts et ils devraient être porteurs pour vous de sens, car ce qu'il faut avoir dans votre scolarité, c'est du sens. Et auquel cas, vous allez réussir. Et peut-être aussi après de l'intuition, mais ça viendra après. Mais de toute façon, portez votre scolarité au plus haut, avec les difficultés ou sans les difficultés, mais ne lâchez rien. Oui, mais il n'y a pas de cours de sens, monsieur le proviseur. Non, il n'y a pas. On apprend le sens. Je voudrais que les élèves de première se manifestent. En tout cas, je vous lance cette question. Il n'y a pas de cours de sens? Ça s'apprend comment, le sens? Je vais répondre non, il n'y a pas de cours de sens, mais il y a des sensations pour en avoir. C'est joli, c'est très joli. Salomé? Non? Moi, je vais continuer un petit peu, mais pas tout à fait dans le même sens. Il faut se battre, mais pas forcément combattre. Je crois que se battre, c'est se battre pour une envie, c'est se battre pour un projet. On l'a bien vu. Ils ont zigzagué un petit peu, ils se sont battus dans ce sens-là. Oui, ils avaient des envies, ils avaient une ténacité. Les dirigeants d'entreprise. On parle des 2 dirigeants. On parle des 2 dirigeants qu'on a entendus cet après-midi. Voilà. D'autres réactions? Avant de... Oui, Lucille Négret. Moi, même si on a parlé de notre parcours un peu compliqué avec l'école,
il faut se donner le maximum. C'est une étape qui n'est pas forcément douce, mais qui est importante dans la vie. Et même si l'école, c'est compliqué, c'est pas forcément drôle pour tout le monde, c'est un très bon tremplin et c'est un moyen d'avoir accès à tout un tas de choses avec beaucoup de facilité. Donc il faut savoir aussi aller chercher les choses qui sont disponibles à l'école et pas forcément attendre des professeurs qui répondent à nos questions. Il faut vraiment y aller, il faut aller chercher les choses et les infos où elles sont. Il y a des moments quand même, Lucille, on a tendance à attendre tout de l'école finalement, de l'éducation nationale, en tout cas de la formation initiale. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller chercher aussi l'information, la matière. Mais oui, parce qu'à l'école, on est quand même beaucoup guidé et aussi beaucoup bridé par des obligations et des résultats scolaires. C'est bien ça ou... Bon, moi, je suis... ça n'a pas forcément été facile pour moi, mais... Ouais. Oui, vous aviez besoin de davantage d'espace, ce que vous disiez tout à l'heure. Pas forcément d'espace, mais des endroits où je puisse m'amuser, oui. Et puis les cours à l'école, c'est sûr que dans l'école, les cours et ce qu'on y apprend, c'est important, mais on n'apprend pas que des mathématiques, comme on disait, ou comme de l'histoire. On apprend aussi à savoir être, à savoir vivre, on apprend à rencontrer des gens différents, et ça permet de s'ouvrir l'esprit, d'avoir accès à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès dans la vie de tous les jours. Lors de l'une des sessions de préparation de cette émission, puisque je rappelle, cette émission c'est l'aboutissement d'un programme pédagogique qui vise à mieux comprendre son parcours professionnel et personnel, un certain nombre d'entre vous, puisque vous parliez de savoir-être, Lucille Negret, a conclu la première session en disant « j'avais pas pris conscience à ce point de l'importance de bien entrer en relation avec les autres, de bien sourire, dire bonjour, regarder son interlocuteur. » C'est des éléments qui vous semblent plus importants maintenant, à présent qu'on a mené ces sessions et à présent qu'on a notamment interviewé les dirigeants. Tout à l'heure, Leïla, vous aviez envie de réagir? En souriant et en étant poli, les gens ils vont plus vers nous et peut-être à trouver plus de travail facilement. Pour faire sa place, il faut combattre, il faut se battre, pour revenir un petit peu au sujet initial de tout à l'heure. Après, c'est chacun fait comme il sent. S'il a envie de se battre pour quelque chose, faut qu'il fasse. Mais s'il n'a pas la volonté, il n'a rien à faire, il ne le fait pas. Et vous, alors, vous en pensez quoi? Vous avez besoin de vous battre pour quelque chose? Là, pas forcément. Pas forcément? Non. Ça veut dire quoi, faire sa place pour vous? Faire sa place, c'est s'affirmer au sein de la société ou là où on veut. Et faire sa place, c'est être bien à l'intérieur de soi-même. Être bien à l'intérieur de soi-même. Ça va plaire à Christophe Duranger, qui parlait de bien se connaître tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien à l'intérieur de vous-même? Ouais, moi ça va. De bien. Ça se voit. Vous êtes bien dans vos baskets. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour être bien à l'intérieur de vous-même? Comment est-ce que vous faites pour enrichir ce bien-être qui visiblement rayonne? Vous êtes assez souriant, je trouve. Comment est-ce que vous faites pour enrichir ça? Je sais pas. Ouais, c'est naturel. Vous allez trouver des... Je me prends pas la tête. Ce que j'ai à vivre, faut le vivre et faut pas regretter ses choix. Faut faire ce qu'on a à faire. Merci Laïla. D'autres réactions sur cette première thématique? Merci Nelson. En tout cas, ça nous a permis d'ouvrir pas mal de discussions. Vous vouliez réagir peut-être, Christophe, tout à l'heure sur le fait de bien se connaître? Oui, enfin... Être bien à l'intérieur de soi-même, c'est ce que nous dit Leïla. Avant tout, effectivement, c'est le combat. Le combat pour moi est pas important. Le plus important, c'est d'avancer soi-même. Donc, on a rarement à se combattre, à combattre avec d'autres personnes. Donc, pour faire sa place, il n'y a pas besoin de donner des coups d'épaule forcément aux autres. Je suis toujours parti du principe quand même que le pouvoir, ça se prenait, ça se donnait pas. Néanmoins, il n'y a jamais de bagarres intrinsèques pour arriver à ses fins. Souvent, on est amené à se battre contre soi-même ou contre ses peurs, bien souvent. Donc, c'est largement suffisant. On entend souvent ça de la part des dirigeants ou même des élus aussi, qui disent j'ai conscience que mon pire ennemi, c'est moi-même. Vous en pensez quoi? Disons que oui, pour avancer, il faut bien se connaître. Et à un moment donné, on a tous nos forces et nos faiblesses. Les faiblesses font partie de nous. L'idée, c'est d'essayer de ne pas les cacher, mais de les travailler pour s'en ressortir plus fort et se sentir mieux.
fatalement. On reparlera de politique dans un instant. Peut-être qu'une prochaine chronique va nous y inviter. Amélie. Oui, Amélie, tout à fait, et en compagnie de Justine, qui elles, sont parties d'une publicité. Une publicité pour une banque assez connue, à vocation mutualiste. Voilà, je crois que j'en ai dit assez. Au cours de laquelle une jeune fille... Il y en a plusieurs. Oui, au cours de laquelle une jeune fille part à l'Assemblée Générale en disant à son père et de manière un petit peu frontale, c'est pas le plus fort qui fait la loi, c'est pas comme à la maison. Alors j'ai envie de poser la question, pourquoi cette publicité, les filles ? Alors nous avons choisi cette pub car elle est révélatrice du monde d'aujourd'hui. De plus, nous le savons tous, pour se faire entendre, il faut avoir beaucoup d'argent et savoir hausser le ton, mais aussi savoir s'imposer. Mais grâce à cette pub, donc en tout cas dans cette pub, on se rend compte qu'il est possible de se faire entendre et donc faire sa place sans avoir un gros salaire ou une grosse voix. Donc ça veut dire qu'on peut faire sa place sans bousculer les autres ? Oui, car notre droit de s'exprimer n'a pas à être réprimé par les autres. Si on possède un droit, on peut l'utiliser pour faire sa place au sein de la société. Cette pub nous montre une jeune fille qui utilise son droit et défie l'autorité de son père, en disant que ce n'est pas le plus fort qui fait la loi et faisant surtout référence à la démocratie. Faire sa place, c'est... Du coup, les filles avaient une question à poser. Ma question était la suivante. Pensez-vous qu'il est nécessaire de hausser le ton pour faire sa place ? Yarouba, est-ce qu'il faut hausser le ton pour faire sa place ? Moi je pense que non, parce que par exemple, avec des faits ou des actes, c'est comme ça qu'on fait notre place, en prouvant, et c'est pas en haussant le ton. Avec des faits, des actes, vous avez des exemples peut-être Par exemple, si on a des objectifs, comme nos invités qui ont montré leur entreprise, ils ont réussi à s'affirmer sans forcément hausser le ton, juste en montrant leur boîte. Maintenant on sait qui ils sont. Mais en même temps, pour s'affirmer, pour être leader dans leur secteur professionnel, parfois, il faut se faire comprendre. Il faut se faire comprendre et peut-être qu'il faut un peu hausser le ton et justement se montrer davantage présent auprès de clients, par exemple. Non, pas obligé. Pas obligé ? Non ? Comment on fait pour emporter un marché, selon vous ? Emporter l'adhésion d'un client ? Avec la qualité de nos produits et... en fait, après, c'est avec le dialogue. Si on réussit à le convaincre avec nos propres mots sans hausser le ton, il faut savoir parler, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de s'occuper des concurrents, finalement, c'est ça que vous dites ? Bien sûr que si. Mais c'est pas en parlant plus fort qu'on remportera la bataille. Je suis d'accord avec Yarouba. Et aussi, faut avoir les bons mots, faut bien savoir parler. Si on ne sait pas s'exprimer, la personne en face de soi, elle va pas savoir comprendre et elle va pas être apte à nous suivre dans un projet ou dans n'importe quoi. Ouais. Si on s'exprime bien, la personne elle va nous suivre quoi qu'il arrive, n'importe ce qu'on va lui raconter, elle va nous suivre. Faut avoir confiance en soi aussi. Voilà. Si on a de la confiance en soi, on arrivera mieux à convaincre en fait celui qui est devant nous. Utiliser son droit, c'est ce que nous propose finalement l'angle qu'ont choisi Amélie et Justine, sans attendre forcément qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire. C'est ça votre idée ? Ouais. Allez-y, développez si vous voulez bien, Justine. Ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser son droit. On peut l'utiliser sans personne nous l'interdise. C'est un droit, donc on peut le faire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce principe de banque mutualiste ? Ils ont utilisé une banque pour en fait, pour refléter la vie en fait en général. Utiliser son droit, ça fait penser à la politique. Là, je vais me tourner notamment vers Christophe Durand parce que je sais que vous avez envie d'investir davantage ce registre. Vous allez nous dire comment vous concevez d'ailleurs votre application politique. Est-ce que vous êtes sensible, même si vous n'avez pas encore le droit de vote pour l'instant ? Je ne pense pas, à moins que vous ayez 18 ans, mais voilà. Comment est-ce que vous inspire la politique aujourd'hui ? Pour l'instant, trop rien, parce que je m'y perds un peu. Vous y perdez ? Ouais. C'est pas très lisible ? Non, pas trop. Mais je verrai quand ce sera le moment venu. Ouais. Ça va vite venir maintenant. 2 ans, 1 an. 1 an. Christophe Durand, vous avez envie d'investir davantage ce registre ?
Disons que je vais revenir un petit peu sur les commentaires de cette demoiselle tout à l'heure. Je trouve que dans des hautes sphères politiques, effectivement, le pouvoir est généralement accaparé, tout clivage politique compris, et souvent accaparé par celui qui crie le plus fort, et pas forcément fatalement le plus compétent. Donc c'est ça qui est réellement gênant. Ce qui, voilà, à titre personnel, c'est un petit peu ce que je trouve. C'est ça qui fait que peut-être on a tendance à moins s'intéresser à la politique. En tout cas, les Français en général, à l'égard de la politique nationale, sont extrêmement méfiants, voire défiants. Il y a un désaveu, effectivement, qui est fort. Il y a des résistances politiques qui sont fortes au changement, parce que je pense que les Français que nous sommes sont prêts à changer le mode de fonctionnement de la société. On demande beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus de participation de la société civile. Et malheureusement, ce serait scier la branche sur laquelle les politiques se trouvent. Donc fatalement, on se retrouve avec des grandes tensions aujourd'hui où la base réclame, mais les changements tardent à venir. Vous créez un blog là, en ce moment, au moment où on enregistre cette émission, fin mars 2015. C'est quoi votre intention ? Mon intention, c'est d'exprimer mon point de vue et puis de le partager avec des gens qui sont en phase ou pas du tout avec moi d'ailleurs. Un point de vue très atypique. Oui, plutôt, oui. Vous définissez comme socialement de gauche, économiquement de droite, avec une forte imprégnation écologique. Oui, tout à fait, ouais. C'est... Qu'est-ce qui fait rire? C'est pas possible ça? Jean, vous allez réagir, on va donner un micro. C'est vrai que je suis un petit peu schizophrène, un transporteur routier, écolo, on aura tout vu aujourd'hui. Mais elle est où votre place dans tout ça? Je comprends pas. J'ai du mal à la trouver, monsieur. Non, mais je pense qu'aujourd'hui on est tous victimes justement de ces clivages droite-gauche, écolo, etc. On peut fatalement avoir des convictions et piocher dans ce qui est proposé un petit peu partout dans les partis. Je trouve ça assez sectaire d'enfermer les gens dans des cases. Voilà. Tout simplement. Complètement d'accord. Rien que l'idée de réduire l'écologie à un parti, ça me dépasse déjà. Jean Sébron, notre grand témoin. Non, moi j'ai simplement ri parce que l'expression était marrante. Maintenant, je ne trouve pas qu'il y ait incohérence entre tout cela. On voit bien que quand on est chef d'entreprise, on a envie d'avoir un projet collectif, parce qu'on ne réussit jamais tout seul. On ne fait pas sa place tout seul, on la fait avec les autres. C'est très important. Mais maintenant, ça n'empêche pas d'avoir d'autres aspirations. Et quand on dit ça, concilier dans une entreprise, par exemple, un projet dans ses composantes économiques et dans ses composantes humaines, c'est important. Et aujourd'hui, tout le monde rajoute la constante écologique, parce qu'on sait très bien que si on continue comme ça, on s'en sortira pas. C'est les ressources de la planète qui ne sont pas illimitées, etc. Je ne vais pas vous faire un discours, vous le connaissez mieux que moi. Mais voilà, l'expression était drôle, mais je trouve ça parfaitement compatible, contrairement aux premières apparences. Est-ce que vous vous sentez responsable de votre vie, de votre destinée, vous, à 17 ans? Bien sûr. Ouais. Parce que, bien sûr, ça va pas de soi. Je suis pas sûr que tous les adultes qui sont en train de fréquenter cette galerie commerciale répondraient. Justement, c'est important de prendre des responsabilités à notre âge, comme ça nous permet d'évoluer. En même temps, si on prend pas des responsabilités, ça veut dire qu'on aura toujours, on aura toujours une dépendance. Avec quelqu'un, c'est important d'être indépendant, selon moi. L'indépendance, c'est important pour vous. Ouais. Quand vous entendez les témoignages des dirigeants d'entreprise, est-ce que ça vous donne envie, à votre tour, dans quelques années, d'être indépendant, peut-être en étant entrepreneur, ou avec d'autres façons, peut-être encore, d'être indépendant? Ouais, bien sûr, parce que là, en gros, eux, ils ont réussi à réaliser leurs rêves par eux-mêmes et avec beaucoup de travail, c'est sûr, mais ça nous donne envie quand même. Qu'est-ce qui vous donne envie dans ce témoignage? Dans ce témoignage, en fait, ils ont réussi à être eux-mêmes et je sais pas comment le dire, mais ouais, ils ont réussi à percer en étant eux-mêmes, sans avoir fait autre chose, enfin en faisant ce qu'ils aiment faire, quoi.
En faisant ce qu'ils aiment faire, en suivant leurs envies. Florian? En fait, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils aimaient faire en restant eux-mêmes en fait. Et ils n'ont pas vraiment eu besoin. Ils ont forcément eu besoin de s'adapter, mais personne ne leur a obligé à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas envie. Enfin, en tout cas, quand j'ai entendu Lucille me raconter, j'ai pas eu l'impression qu'on lui a dicté des choses, quoi. Florian, on entend souvent beaucoup de gens, peut-être une majorité, je ne sais pas, dire on nous permet pas de, on nous empêche de toute façon, dans ce pays, on n'a pas le droit de. Vous en pensez quoi de ça, vous? Non, je dirais pas ça, parce que moi personnellement, je me trouve assez libre, mais je peux faire j'ai pas de frontières, quoi. J'arrive à vivre ma vie. Mais après, ouais, c'est vrai que, par exemple, avec l'école, quand j'ai fini mon année de 3e, on me disait ouais, t'arriveras jamais en général, faut que t'ailles en pro, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci et tout. On me dictait tout en fait. Et du coup, on me laissait pas le choix, mais moi j'ai dit non, je veux pas aller en pro, je sais pas quoi faire en pro. Alors que tous mes profs principaux disaient que j'ai jamais réussi. Bon, j'avoue, je suis arrivé en général. J'ai raté ma seconde, mais au final, j'ai quand même continué. Et j'ai quand même... Voilà, maintenant je suis là et je m'en sors. Je vais donner la parole à Laïla dans une seconde, mais tant que vous avez le micro, Florian, qu'est-ce que vous avez envie d'être plus tard? Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais... J'ai pas dit faire, hein, j'ai dit être. Qu'est-ce qui sera important pour vous plus tard? Dans quelques années. Pour moi, c'est d'avoir un bon salaire. Un bon salaire? Ouais, un bon salaire. Faire en même temps ce que j'aime faire, mais avoir un bon salaire, gagner mon argent. Voilà, avoir ma vie. Pour faire quoi? Ce sera quoi votre place à vous? Je sais pas, j'aurai une vie normale, mais... C'est quoi? Une vie normale? Rangée, tranquille? Non. C'est ça? Ouais, voilà, je sais pas, me sentir utile aussi. Pas faire un travail juste comme ça, mais que je me sente utile. Et en même temps, gagner ma vie en même temps. Faire sa place, c'est être utile? Bah oui. On a parlé d'utilité en préparant cette émission lorsqu'on a généré un débat en classe. Laïla, qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure et puis je voudrais quand même vous entendre aussi sur cette notion d'utilité. Je voulais dire parce que vous parliez de... Enfin, je sais plus, vous parliez de... Est-ce que la France, est-ce qu'on a des opportunités ou... Alors, je disais, souvent on entend, on nous empêche d'eux, on nous permet pas d'eux, on n'a pas le droit d'eux dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après, moi je trouve le fameux on. Après, moi je suis pas d'accord avec ça parce que si on sait prendre les opportunités et on sait les créer aussi les opportunités, et on pourra réussir. Il faut se donner les moyens et faut pas attendre que l'État ou la société nous donne. C'est à nous c'est à nous de créer ces opportunités-là pour pouvoir réussir. Ça ressemble au manuel du parfait entrepreneur, ce que nous dit Laïla. En tout cas, merci pour votre témoignage. Comment on fait pour se créer des opportunités? Ça passe par quoi concrètement? Déjà, c'est les ambitions. Et après, le comportement et tout faire pour pouvoir réussir. Donc, aller au bon endroit, au bon moment. Vous avez déjà eu à l'esprit, vous, cette petite phrase, tiens, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a 16, 17 ans? 17 ans vous avez? Non, pas pour l'instant, non, 16 ans. Pas pour l'instant? Non. Ça viendra peut-être. En tout cas, c'est peut-être une question à avoir à l'esprit. Jean, vous vouliez réagir? Je crois qu'être au bon moment, c'est aussi une attitude. C'est partout le bon moment. C'est partout le bon endroit. Le tout, c'est d'ouvrir les yeux puis de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de soi et de voir où sont les opportunités. Cet après-midi, c'est un bon moment pour ceux qui veulent en profiter. Ils ont appris quelque chose. Moi, je suis venu là parce que c'était un beau titre, je trouvais, faire sa place. Je vois ceux qui ont envie de prendre leur place là. Et bravo, continuez comme ça. C'est vrai pour les chefs d'entreprise, mais c'est vrai pour les élèves aussi, on voit bien. Tant que vous avez le micro, Jean, lorsque vous recrutiez, et peut-être je devrais parler au présent, parce que quand on est entrepreneur, on l'est même à la retraite, il paraît. Oui. Quand vous recrutiez et quand vous recrutez, qu'est-ce que vous cherchez chez un candidat? Et je dirais même, cette question elle pourrait se transposer à la recherche d'emploi, parce que vous êtes aussi un peu coach en recherche d'emploi, à votre façon. Je crois qu'il y a toujours des opportunités dans une entreprise et qu'un chef d'entreprise en particulier a toujours une idée derrière la tête et qu'il n'a pas le temps de la développer. Alors quand il voit quelqu'un qui passe sur son chemin,
Et il se dit, tiens, celui-là, est-ce qu'il pourrait se révéler là-dedans et est-ce que ça pourrait être utile à l'entreprise? Voilà, moi j'ai un exemple qui me revient en tête avec votre question. C'est un jeune qui avait repris une formation à l'âge adulte. Il avait fait un stage chez nous, il est venu me voir à la fin de son stage pour dire, il avait étudié une cabine de peinture et il m'avait dit, voilà pourquoi vous devez m'embaucher. J'ai bien rigolé, ça m'a bien amusé. Enfin, quand je dis rigoler, je me suis pas moqué de lui. Ça m'a bien amusé. Mais je lui ai dit, bah écoute, c'est d'accord, je t'embauche, mais pas pour ça, je te propose ça. Et je lui ai proposé un poste logistique et il a monté toute la logistique chez nous. C'était devenu un service très important parce que je sais pas combien de camions on faisait tourner, mais plusieurs dizaines. Voilà. Donc effectivement, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est vrai du côté de ceux qui cherchent quelque chose, mais c'est vrai aussi de ceux qui veulent trouver quelqu'un. Et puis se mettre en mode projet, finalement, c'est l'action Tout à fait. qui compte, même si c'est pas forcément l'action qu'on avait identifiée qui verra le jour, ça sera peut-être une autre, mais ça montre en tout cas vos capacités. Sam et Djibril ont également réfléchi, Rodolphe. Là, c'est la partie philo maintenant. C'est la partie philo. Ah bah on avait déjà bien commencé pourtant. Ah mais là, c'est la référence philosophique, on vous écoute. Selon Henri Frédéric Amiel, un philosophe suisse, vivre, c'est faire sa place, se fixer un but, travailler à une tâche. Selon nous, en travaillant, c'est beaucoup plus difficile d'y parvenir, mais c'est beaucoup plus dur aussi. On s'en rend compte tous les jours, notamment au lycée, avec les contrôles, les examens, etc. Donc nous, on voulait savoir si vous, ça a été simple de parvenir à votre but aujourd'hui, où vous en êtes rendu. Je vais prendre la parole. La parole est à Christophe Durand. Le plus compliqué, je pense, dans la vie professionnelle ou même personnelle, c'est de savoir ce pourquoi on est fait. Parce que je pense intrinsèquement qu'on est tous avec des capacités et des envies différentes. Et ça, aujourd'hui, c'est le plus compliqué dans la vie, de savoir à peu près pourquoi on est fait. Et à partir du moment où on a compris ça, on vit beaucoup plus sereinement et on se met moins la pression. Mais c'est vrai qu'à vos âges, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire, qui on veut être, ce qu'on veut devenir dans quelques années ou quelques décennies. C'est le plus compliqué. Qu'est-ce que vous diriez au Christophe de 16 ans dans sa poissonnerie dont on parlait tout à l'heure? Continuer à vendre du poisson parce que c'était pas mal. C'était pas mal, mais il faut expérimenter parce que moi j'ai eu du pot, j'ai commencé à vendre du poisson, ça m'a plu. Ça aurait pu me dégoûter, ça aurait pu ne pas me plaire. Mais justement, même si ça m'avait pas plu, au moins j'aurais expérimenté. Et avec l'expérience, on arrive beaucoup plus facilement à savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et généralement, la sélection se fait assez vite. Rodolphe. Ouais, ça induit une deuxième question que les garçons avaient préparée qui va dans ce sens. Vous pouvez la poser? C'était, est-ce que votre but a changé pendant votre parcours? Pardon? Est-ce que votre but a changé pendant votre parcours? Ou est-ce que c'est resté le même du début à la fin? Certains ou pas? D'ailleurs, on revient à cette notion de certitude. Non, mais fatalement, on évolue au quotidien, tous les jours. Donc du coup, les buts et les certitudes changent. Donc aujourd'hui, moi, je suis passé d'un jeune qui désirait réussir professionnellement. J'ai le sentiment d'avoir plutôt pas trop mal réussi. Aujourd'hui, j'estime que je dois apporter autre chose à la société, enfin, ou en tout cas des choses différentes, hein, c'est-à-dire accompagner des gens justement dans la création, dans la reprise d'entreprise, éventuellement, pourquoi pas un jour m'investir au niveau de la société civile, pourquoi pas. Donc, vous pourriez vous présenter aux prochaines élections en 2017 là? Voilà. Il paraît qu'il se passe quelque chose là au mois d'avril. J'ai un problème de manche, alors effectivement. Jean Sébron, et puis je voudrais entendre Lucille Négret après. Si oui, quelques réactions aussi. Moi, l'image qui me venait quand j'entendais la question, c'est celle de quelqu'un qui est assis sur une chaise. Ça a bien dû vous arriver, puis il trépigne, il a envie de bouger. On ne sait pas trop bien pour où aller, mais on a envie de se lever de sa chaise et puis de se mettre en mouvement. Voilà, et c'est ça qui est l'acte fondateur et qui est l'acte le plus important. Et puis après, tout à l'heure, j'entendais parler de travail, tout ça. Moi, je vais vous dire que quand on a une envie, quand on a envie de faire quelque chose, l'effort, il compte plus. Vous savez pourquoi vous le faites, vous travaillez un peu plus, vous travaillez autrement. Moi, ça m'arrive très souvent de travailler le samedi, le dimanche, la nuit, tout ça.
c'est pas un effort, on a envie de le faire, on le fait pour son plaisir. Ça devient une question de plaisir quand on fait pour soi. Faites ce que vous devez, faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais de votre vie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai pris du plaisir. Et puis la troisième notion que je dirais, parce que c'est vrai que quand on a 16 ans, 17, 18 ans, même un peu après, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. On trépigne un peu, on a envie. Moi, je vais vous dire, j'étais quasiment en décrochage scolaire, j'en avais ras-le-bol d'aller à l'école, je savais pas quoi ça servait. Encore un ancien cancre. C'est l'après-midi. Je suis allé dans le technique pour passer un CAP. Oui. Bon, j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont fait passer un bac quand même, et puis après j'ai fait d'autres études. Mais voilà, jamais je n'aurais imaginé, même à 25 ans, j'ai rencontré des gens, je me suis dit, oh là là, c'est des personnages importants. Jamais je me serais imaginé avoir la vie professionnelle et extra-professionnelle que j'ai pu avoir. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui vous a amené notamment à diriger une très grosse entreprise qui est Novoferm? C'est un fil conducteur quelque part. On retrouve ce qu'on a pu entendre, c'est-à-dire l'envie d'assumer ses envies. Je m'exprime un peu mal, mais je crois qu'on... Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a envie de faire quelque chose, et puis on s'en donne les moyens et on y va. Et puis on n'a pas envie de subir, dans certains cas, Lucie l'a exprimé tout à l'heure, ça peut être un petit chef qui vous fait le ras-le-bol. Moi j'ai vu des erreurs stratégiques dans des entreprises, je me suis dit je vais devenir mon patron un jour, et puis voilà. Mais c'est pas à 20 ans que j'avais cette idée-là, je vous dis, je voulais aller passer un CAP, moi. Lucille? Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'effort et au travail, au fait qu'aujourd'hui, c'était un plaisir de travailler puisque ça contribuait à un projet. Moi, je voudrais apporter une expérience un peu différente qui est mon expérience scolaire. Travailler, ça a été l'enfer. Voilà, parce que... Pourquoi? Parce qu'il manquait de concret? Oui, et puis à l'école, on n'a pas forcément un projet et on ne sait pas forcément pourquoi on travaille. On sait que ça va peut-être nous servir et tout le monde nous dit ça va vous servir et il faut travailler. Donc on essaye de s'en sortir et de faire son mieux. Mais quand on n'a pas de projet ou quand on n'a pas d'objectif, travailler, c'est difficile. Hein. C'est difficile de s'accrocher et c'est difficile de continuer à travailler quand on ne voit pas forcément d'amélioration ou quand on ne voit pas d'objectif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est impossible de passer de la maternelle jusqu'à la terminale et au-delà sans avoir une année de rupture, sans avoir un côté de ras-le-bol. Et là, allez voir le monde du travail, allez découvrir. On a entendu des entrepreneurs qui ont travaillé dans leur jeunesse, qui ont fait des choses pendant le samedi, le dimanche pour se faire de l'argent de poche au début. Mais vous savez, c'est comme ça que vous allez découvrir votre voie, que vous allez découvrir vos envies, un secteur qui vous plaît, un secteur qui ne vous plaît pas. Ouais, moi j'ai fait pas mal de petits boulots aussi avant de découvrir mon métier. Bon ça n'a pas été forcément des expériences miraculeuses, mais ça m'a vraiment permis de progresser et de savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, quel type de travail je voulais faire, est-ce que c'est dehors, est-ce que c'est dedans. Ça permet aussi d'avancer et de se définir. Est-ce qu'il y en a qui travaillent le week-end, même si c'est un peu compliqué, hein, parfois quand on n'a que 16 ans de pouvoir avoir l'opportunité, l'autorisation même. Je dirais, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des possibilités. Ouais, oui, alors... ça commence par faire du babysitting le soir. Et moi, j'avais des filles qui gagnaient beaucoup d'argent avec ça. Puis après, comme elles ont fait du babysitting, elles sont les jeunes filles au père. Puis ils ont trouvé un premier boulot, etc., etc. Donc commencez, n'attendez pas d'avoir 18 ans. Allez expérimenter, hein. Faites-vous plaisir ou pas, mais il faut bouger. Faites-vous une opinion de plein de choses. Oui, effectivement, c'est compliqué de donner du sens à l'école pour pouvoir ensuite trouver sa voie. Néanmoins, on parlait tout à l'heure de décrochage, mais maintenant, je pense qu'on a fait une vraie évolution aussi à l'éducation nationale. On est beaucoup plus dans le raccrochage, c'est-à-dire de ne laisser personne au bord du chemin. Et ça, c'est véritablement pas très nouveau, mais c'est en marche de plus en plus. Qu'est-ce qui est en marche, Yves Sergent? Justement, par exemple, quand j'entends l'élève tout à l'heure qui devait aller en bac pro, pourquoi pas, c'est une voie d'excellence comme toutes les autres voies, mais finalement, on a fini par l'entendre, puisqu'il est passé quand même en seconde générale, et ensuite en série technologique. Quelque part, l'école a entendu. Peut-être qu'à une époque beaucoup plus antérieure, la chose aurait été plus verrouillée. Alors là, ça ne l'a pas été. Donc la place, la parole de l'élève, peut-être de la famille, a été entendue. Et ce jeune homme se retrouve maintenant dans une série qui lui convient, où il trouve sa place. Et une série qui lui donne la possibilité de donner du sens aussi, peut-être, à sa vie future, à travers ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre avec le monde de l'entreprise, pouvoir échanger,
colmater la brèche qui existe effectivement entre ce monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise qui de plus en plus disparaît grâce au travail des professeurs qui sont très engagés maintenant dans cette dynamique-là, au travail aussi de la rencontre qu'on a pu mettre en place entre les deux mondes d'une manière beaucoup plus concrète et efficace. Je crois qu'on est quand même beaucoup plus dans l'efficience dans ce domaine-là. Donc il y a une véritable évolution et il faut y croire. Donc il y a des passerelles, c'est ce que vous dites? Pas que des passerelles, il y a vraiment une évolution. Les passerelles, ce serait juste de passer de quelque chose à d'autre et pourquoi pas faire du zapping. On est bien plus dans une construction de parcours qui soit personnalisé ou individualisé en fonction effectivement de l'évolution personnelle de l'élève. Ce n'est pas simple, c'est complexe, mais c'est le challenge et le défi de l'éducation nationale actuellement. Donc on commence à personnaliser davantage. Pascal Legrand, chef de travaux, et puis Jean Sébron, moi je voudrais entendre les élèves de première réagir là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous permet aujourd'hui de construire votre parcours qui aboutira bien sûr à la construction de votre place? Yarouba, juste après Pascal Legrand. Oui, alors moi j'entends la difficulté des parcours scolaires, mais je note aussi que certains sont passés par des voies technologiques et l'émission qu'on monte aujourd'hui en fait est aussi l'aboutissement d'un projet. C'est un projet de classe, on voit que les élèves ont bien participé, se sont intégrés dans la réflexion par rapport à la création d'entreprises, au monde du travail, enfin, etc. Et il est quand même important de constater que l'enseignement technologique en France participe justement à des futures générations de salariés, de comptables, de d'entrepreneurs, ou peut-être d'entrepreneurs. Voilà. Yarouba, et puis je voudrais avoir un premier mot de conclusion de Yves Sergent avant qu'on conclue avec une thématique sur la famille. Moi, je voudrais vous entendre les élèves sur la famille, puisque vous êtes exprimés sur ce sujet-là, s'agissant de ce thème, faire sa place. Yarouba. Par exemple, on nous aide vraiment pour aboutir à des projets professionnels. Parce que par exemple, moi, je viens de passer mon BAFA pour travailler dans l'animation pendant les vacances, tout ça. Et on m'accompagne vraiment pour trouver des centres, pour plusieurs trucs. Et, pas forcément à l'école, mais ça nous aide vraiment. Et je trouve que c'est important pour nous, pour nous les jeunes, parce que c'est difficile aussi de trouver du travail quand on est jeune, quand on n'est pas encore majeur, quand on n'a pas encore notre permis. Donc on a besoin du coup de pouce et c'est important de le prendre en compte aussi. Merci. Je voudrais intervenir juste pour donner 2 astuces aux jeunes. Demandez aux proviseurs, il faut les embêter, vos profs et les proviseurs de temps en temps. Je savais que vous seriez le trublion de... Vous leur demandez de ramener des gens de l'entreprise, des gens qui viennent vous parler des métiers. Ça, c'est bien. Ça vous apprendra des tas de choses. Et deuxièmement, demandez-leur, vous chercherez un peu ce que c'est, mais des actions éducatives. Il y a un programme d'action éducative qui est vachement bien. Vous pouvez monter une entreprise, vous pouvez faire plein de réalisations à l'intérieur de l'école et avec le soutien de tout le monde. Yves Sergent, un mot de conclusion. Leïla, juste après, vous souhaitez intervenir. C'est que nous travaillons avec le monde de l'entreprise de façon extrêmement efficace et active, et les professeurs et le chef de travaux sont là pour en témoigner. Nous avons encore rempli un amphi de près de 140 personnes il n'y a pas très longtemps dans l'établissement que nous avons reçu. Nous travaillons avec 100 000 entrepreneurs, nous travaillons avec un réseau qui s'appelle Réseau d'ailleurs, et nous avons des forums de formation avec le monde de l'entreprise qui vient dans l'établissement. Je crois que là nous sommes vraiment... Et vous travaillez avec nous, la preuve. Je travaille avec vous. Très concrète et visuelle. Nous avons des partenariats par ailleurs très forts avec les communes, notamment Saint-Herblain pour le moment. Et véritablement, nous ancrons non seulement l'apprentissage, mais la vie de l'établissement sur le territoire et le maillage que nous faisons à travers les entreprises, le caractère associatif, plus les partenaires différents, divers que nous connaissons, permettent justement cette approche très, très particulière Est-ce qu'on en fait maintenant dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on en fait assez, Yves Sergent? Alors, je pense, pour rapprocher ces deux mondes, finalement. Je ne peux pas parler pour tous les établissements et pour tous les territoires. Il me semble en tout cas que sur le nôtre, celui que nous habitons actuellement et que nous occupons au quotidien, je pense que oui. Je pense que là on a fait un travail extrêmement important pour rapprocher les différents mondes qui nous entourent à travers tous les partenaires que nous connaissons. Il faut aussi laisser une place, malgré tout, aux apprentissages. On ne peut pas obérer le fait que l'école sera toujours l'école et que finalement, comme vous l'avez bien dit, au final, merci mes parents, j'ai fait 5 ans d'études supérieures. Donc, quelque part, c'est quand même gagnant-gagnant. Voilà. Bien sûr. Leïla ? Non, vous n'aviez rien d'autre à ajouter ?
Le mot de la fin avec vous, Yves Sergent. Qu'est-ce que les élèves de cette classe de première devront durablement retenir de cette expérience et de cette émission? D'abord, de garder effectivement, par rapport à ce que vous avez pu entendre, un grand enthousiasme. Parce que vous remarquez que la motivation, l'enthousiasme, ce caractère un petit peu battant, le fait qu'on ne baisse pas les bras, qu'on a envie d'entreprendre, c'est vraiment des mots-clés qu'il faut retenir. Car c'est des mots qui vont vous emporter, ce sont des mots qui vont vous construire. Et cette construction, vous la voyez, apporte plaisir, apporte le fait qu'on a un équilibre de vie, une harmonie au quotidien, et que finalement, la construction de sa vie, c'est peut-être ça, et c'est peut-être ça, réussir, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Leïla, merci beaucoup. Je sais que vous êtes retenue sur un autre rendez-vous. On va juste terminer cette émission puisque Leïla a le micro. Vous avez dit lors de la préparation de cette discussion Faire sa place en classe que l'ambition c'est notamment aussi de rendre fiers mes proches, ma famille notamment. Ils m'ont éduqué. Il est important qu'ils voient le résultat. Quel résultat? C'est quoi le résultat pour vous? Le résultat de leur éducation. Parce que nos parents, ils nous élèvent d'une certaine façon à ce qu'on devienne des adultes responsables et avec des ambitions. Et du coup, en réalisant nos ambitions et nos objectifs, on va rendre fiers nos parents et ils vont se dire, entre guillemets, on a fait du bon travail, on a bien élevé nos enfants et on les rend fiers tous les jours. Ils se disent, ils sont satisfaits de nous, ils ne sont pas déçus. Faut leur rendre honneur, faut qu'ils soient fiers de nous. Faire sa place, c'est aussi faire en sorte que ses proches soient fiers de soi. Ils sont fiers de nous. Ahmed, vous rêvez d'une vie exaltante? Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous nous aviez dit? Je suis toujours d'accord. Vous êtes toujours d'accord? Oui. À quoi ressemblera votre vie? Une vie... On vous entend, on vous entend. Une vie normale, paisible, comme tout le monde le voudrait. Avoir une famille, avoir un bon salaire. Vous avez le temps de réfléchir. C'est beaucoup plus important qu'urgent pour le coup. Oui. Merci Ahmed, merci à la classe de première STMG du lycée Camus, merci aux enseignants, Véronique Desnoux, Pascal Legrand, Yves Sergent le proviseur. Merci à Jean Sébron, notre grand témoin. Merci à Christophe Durand, Lucille Négret, nos invités. Merci à toute l'équipe, Nicolas, Del, Kevin, Rodolphe. À très bientôt dans Réussir. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.